Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo True Crime. Aujourd'hui, on va parler de la disparition mystérieuse de Kathleen Durst et c'est une vidéo True Crime qui est un peu plus longue que les deux autres que j'ai faites ce mois-ci parce qu'il y a énormément de rebondissements et ça a duré très longtemps, ça s'est étalé sur vraiment plusieurs années. Rentrons dans le vif du sujet finalement. Donc déjà parlons de la principale intéressée, Kathleen Durst, née Kathleen McCormack. Elle est née le 15 juin 1952 et elle a grandi à New York. Malheureusement, j'ai pas beaucoup d'infos sur sa vie personnelle. Je sais que quand elle était jeune adulte, elle a enchaîné plusieurs boulots, tant à Manhattan qu'à Long Island. Et un de ses travaux, c'était hygiéniste dentaire. Et c'est à l'âge de 19 ans qu'elle va rencontrer Robert, qui en avait 28 ans. Mais parlons de Robert justement. Pour le coup, j'ai un peu plus d'informations sur lui. Il est né le 12 avril 1943 à New York. Il avait 3 frères et sœurs, donc Douglas, Tommy et Wendy. Il vient d'une famille très riche. En fait, son grand-père, il était dans l'immobilier. Il a créé The Durst Organization en 1927 et après son père à Robert, donc Seymour Durst, il a repris l'entreprise familiale. Et donc c'était assez logique que par la suite ce serait Robert qui prendrait le relais, mais ça s'est pas vraiment passé comme ça. En 1950, quand il avait que 7 ans, sa mère elle se suicidera en se jetant du toit de la maison. Plus tard, Robert, il affirmera qu'il avait vu la scène parce que son père, il l'avait demandé de se mettre devant la fenêtre exprès pour qu'il voie la scène. Sauf que son frère, Douglas, il va nier complètement cette version des faits de Robert. Donc en effet, les deux frères, ils ne s'entendaient pas du tout, mais depuis qu'ils sont très jeunes en plus, et ils avaient dû suivre des séances de psy ensemble. Du coup, en 1953, quand Robert, il avait que 10 ans, il sera diagnostiqué avec une personnalité en décomposition, voire possiblement une schizophrénie. Au lycée, il était quelqu'un de très solitaire, mais il réussira quand même à obtenir son diplôme, puis il ira à l'université de Californie à Los Angeles. Et c'est là qu'il rencontrera Susan Berman, qui deviendra une très bonne amie à lui et qui sera aussi très importante dans cette histoire. Malheureusement, il abandonnera ses études en 1969. Plusieurs années plus tard, en 1992, Seymour, du coup le père de Robert, vu qu'il trouve que Robert il avait un comportement assez étrange, il décidera de nommer Douglas comme nouveau gérant de la Durst Organization et évidemment ça va pas du tout plaire à Robert. Et il va finir par porter plainte contre l'entreprise et contre sa famille en disant qu'on lui avait volé ce qui lui était dû et il avait demandé une partie de la fortune familiale. Et la famille, il voulait tellement qu'il les laisse tranquilles et qu'ils ne fassent plus partie de la famille qu'ils lui ont carrément donné 65 millions d'euros en 2006. Mais bon, on va retourner un petit peu en arrière et parler de la rencontre entre Robert et Kathleen. Donc comme je vous ai dit, ils ont commencé à se fréquenter en 1971 et au bout du deuxième date, Robert il réussira à convaincre Kathleen de déménager dans le Vermont pour ouvrir une petite épicerie bio. Sauf qu'au final, ils resteront pas très longtemps dans le Vermont puisque Seymour, du coup, il va encourager son fils à revenir à New York pour travailler avec lui. Et du coup, ils vont fermer l'épicerie en 1973 et retourner à New York. Cette même année, donc en 1973, ils vont se marier le 12 avril et ils vont enchaîner plusieurs voyages autour du monde. Ce qu'il faut savoir sur leur couple, c'est que quand ils vivaient à New York, ils avaient une vie sociale très active. Ils faisaient beaucoup la fête et ils se rendaient à des événements où il y avait beaucoup de personnes très influentes. Et en tout cas, d'un point de vue extérieur, ils avaient l'air de filer la relation parfaite. Mais en fait, pas du tout. En 1976, Kathleen, elle va tomber enceinte et pour elle, c'était une super bonne nouvelle parce qu'elle a toujours voulu être maman. En revanche, Robert, il en voulait pas et il a donc forcé Kathleen à avorter. Et donc d'après son journal intime qui a été retrouvé par sa famille des années plus tard, Kathleen, elle dira que Robert lui avait même jeté de l'eau au visage quelques heures avant qu'elle se fasse avorter. Et c'était pas la première fois que Robert il était violent avec elle. Dans le journal intime, elle racontera plusieurs événements où Robert il la battait. Et la famille de Kathleen, ils en avaient même été témoins un soir. Lorsque le couple, ils étaient à un repas de famille, Robert il était fatigué, il voulait rentrer, sauf que Kathleen elle voulait pas, elle voulait rester profiter avec sa famille. Du coup il va la prendre par les cheveux et il va la traîner dehors pour sortir. Et moi quand j'avais appris ça et quand j'ai vu le film qui retrace les événements, j'ai été choquée, je me suis dit mais pourquoi la famille n'a rien fait? En fait ils étaient tellement sous le choc et ils savaient bien qu'ils pouvaient rien faire. La seule chose qu'ils pouvaient faire c'était encourager Kathleen au maximum de porter plainte et de partir. Sauf que Kathleen elle leur expliquait qu'elle avait très peur de lui parce que il venait d'une famille hyper influente et que au final c'est lui qui avait le contrôle sur tout ce qui était
c'était l'aspect financier. Puisqu'en effet, elle finira par demander le divorce et elle avait demandé 250 000 $, ce qui paraît énorme, mais d'un côté pour Robert, croyez-moi, c'est rien. Mais il a quand même refusé. Il a pas fait que ça. Il a aussi refusé de payer pour ses études, il a arrêté sa carte de crédit et il a retiré son nom de tous leurs comptes en banque. Un autre événement qui se serait passé entre les deux, c'est un soir, Kathleen, elle aurait frappé à la fenêtre d'un de leurs voisins. Elle avait fui via le balcon parce que Robert la battait et il avait un flingue et elle avait peur qu'il lui tire dessus. Et encore une fois, ce soir-là, elle contactera pas la police et elle finira par retourner avec Robert dans l'appartement. Et donc elle était finalement contrainte de rester avec lui, mais même s'ils étaient encore ensemble, ils s'éloignaient de plus en plus. Elle va décider de se concentrer sur sa carrière et ses passions et elle a du coup commencé des études d'infirmière et puis par la suite elle a fait des études dans la médecine à l'Albert Einstein College of Medicine dans le Bronx parce que son but c'était de devenir pédiatre et elle était à quelques mois d'obtenir son diplôme au moment de sa disparition. Et on sait aussi que Kathleen, elle s'était rendue au centre Jacobi Medical Center pour se faire soigner des blessures au visage qu'elle avait reçues à cause de coups donnés par Robert. Et ça, c'était seulement 3 semaines avant sa disparition. Donc tout commence le 31 janvier 1982. Kathleen, elle s'est rendue de manière inattendue à une soirée organisée par son ami Gilbert Najami, je sais pas si je le prononce bien, je suis désolée. C'était à Newton dans le Connecticut. Gilbert, elle dira que Kathleen, elle était habillée en jogging, ce qui ne lui ressemblait pas du tout. Et en plus, elle avait l'air très triste. Et elle finira par quitter la soirée abruptement après avoir reçu un appel de Robert. Et donc de là, elle va se rendre à leur maison de campagne à South Salem. Donc ils avaient une maison de campagne à South Salem et un appartement à Manhattan. Et donc on sait que ce soir-là, le couple s'est disputé. Robert, il a dit que après il avait accompagné Kathleen à la station de train Westchester et qu'elle est partie en direction de Manhattan. Et on sait qu'elle est arrivée à Manhattan parce qu'elle aurait été vue en train d'appeler via un téléphone prépayé. Et le lendemain, elle appellera l'école de médecine pour leur dire qu'elle sera absente, en prétextant qu'elle était malade. Et ces faits, ils étaient confirmés parce qu'il y a des employés de l'immeuble dans lequel du coup leur appartement se situait qui ont aperçu Kathleen le 31 janvier au soir et le 1er février matin. Jusqu'ici, ça corrobore un peu ce que Robert dit, mais la question c'est est-ce que c'était vraiment elle? Le 4 février, l'école va rappeler pour demander pourquoi ça faisait plusieurs jours qu'elle ne s'était pas rendue à l'école. Et son amie Gilbert Najami, elle s'inquiétait aussi parce qu'elle devait avoir rendez-vous avec Kathleen le 1er février et du coup elle l'a jamais vue. Elle finira par appeler la police et la police appellera Robert. Et c'est là que du coup Robert racontera tout ce que je vous ai dit. Et il va aussi dire que lui en fait il s'était pas trop inquiété parce qu'il connaît sa femme et qu'elle était sûrement partie s'amuser un petit peu. Et il dira que vu qu'elle avait tendance à se droguer, c'était un peu logique. En fait pour lui, il s'inquiétait pas qu'il lui soit arrivé quelque chose, c'était plus en mode qu'est-ce qu'elle s'est fait à elle-même. Mais bon, de par l'image que ça donnait, il finira quand même par la porter disparue, mais à côté de ça, il fera pas grand chose pour la retrouver non plus. Au début, il avait fixé une somme de 100 000 $ pour son retour, puis il l'a baissé à 15 000 $. Et en plus, on apprendra qu'à ce moment-là, il fréquentait Prudence Farrow, donc la sœur de Mia Farrow, et ça faisait 3 ans qu'ils se fréquentaient. Donc, pendant qu'ils étaient encore mariés avec Kathleen. De leur côté, la famille de Kathleen, eux, ils vont tenter de faire des choses pour essayer de la retrouver. Ils vont rentrer dans leur maison de South Salem, la maison de Kathleen et Robert. Ils vont constater que le courrier n'avait pas été ouvert, qu'il y a des affaires à Kathleen qui ont été retrouvées dans la poubelle. Ils trouveront du coup le journal intime, comme je vous l'avais dit. Et c'est là du coup qu'ils vont découvrir toutes les années de violence qu'elle a subies, parce que eux ils avaient vu que la partie immergée de l'iceberg. Ils vont aussi apprendre que Robert il l'a trompée énormément de fois pendant leur mariage. Et ensuite ils vont retrouver dans la poubelle un mot avec écrit Town, dump, bridge, dig, boat, other, shovel, car or truck rental. Donc traduction c'est déchetterie, pont, enterré, bateau, autre, pelle, voiture ou camion de location. Le gardien de l'immeuble de leur appartement à Manhattan, il retrouvera aussi des affaires à Kathleen dans la poubelle commune. Ça se fait beaucoup dans certains appartements où t'as une genre de trappe et tu jettes tes poubelles et tout le monde a ça dans leurs appartements et après tout se réunit dans un même endroit. Donc c'est là qu'il va retrouver les affaires de Kathleen. Malgré du coup tous ces red flags, la police ils vont quand même pas accuser Robert et ils vont vraiment se concentrer que sur Manhattan puisque c'est là que Robert il avait dit qu'elle était. Donc forcément la police ils vont pas chercher ailleurs. Et c'est vrai que c'est là qu'elle a été vue pour la dernière fois. Pour couronner le tout, vous vous rappelez de l'amie de Robert, Susan Berman, dont je vous avais parlé. Elle va prendre la parole et elle va dire que Kathleen, elle avait sûrement fui avec un de ses hommes, puisque c'était bien connu du public que les deux avaient des relations avec d'autres personnes pendant le mariage. Sachant que Susan, c'était une autrice connue, elle était écoutée. Son discours était vraiment pris comme argent comptant, si vous voulez. Et au final, après leurs nombreuses
nombreuses, c'est un grand mot, recherches, la police ne trouvera rien et du coup le dossier deviendra un cold case. Et donc en 1990, Robert il demandera le divorce de Kathleen pour motif d'abandon. Il dira qu'il n'a jamais eu de nouvelles d'elle depuis qu'elle était partie de leur maison à la campagne. Discours qui du coup ne coïncide pas du tout avec ce qu'il avait dit à la police puisqu'il avait dit qu'elle l'avait appelé quand elle était arrivée. Mais encore une fois, même avec cette inconsistance, il va quand même pas être accusé du meurtre. Enfin, de la disparition, puisqu'à ce moment-là, on n'est pas encore sur un meurtre. Mais en 1999, la police, ils vont réouvrir le dossier et ils vont enfin chercher dans la maison de campagne. Et la femme de ménage de leur maison, elle va montrer à la police des taches de sang qu'elle avait retrouvées sur la machine à laver de la maison. Elle va aussi dire que Robert, il l'avait ordonné de jeter certaines affaires de Kathleen au moment de sa disparition. Très rapidement, en 2000, Robert, il va décider de fuir à Galveston dans le Texas. Même s'il n'avait pas encore été accusé, il a décidé d'adopter une nouvelle identité, donc celle d'une femme, Dorothy Senior, qui était une femme muette. Et ça, c'est une très bonne technique pour pas avoir à te justifier ou t'expliquer. T'es muet, tu peux rien dire. On va maintenant parler d'autres histoires parallèles qui sont liées à cette histoire principale. Comme je vous ai dit, le dossier il a été réouvert en 1999 et du coup la police, ils vont essayer de contacter Susan Berman puisqu'elle avait l'air de savoir des choses quand même. Sauf que malheureusement, elle sera retrouvée morte le 24 décembre 2000. On lui avait tiré une balle dans la tête et la police y retrouveront un bout de papier avec le mot écrit cadavre. Il y a beaucoup de personnes qui ont été soupçonnées, donc il y avait son propriétaire, son collègue de travail, il y avait même la mafia parce qu'en gros son père faisait partie de la mafia, donc ils se sont dit peut-être que c'était une histoire de vengeance. Mais encore une fois, Robert Durst, il n'a pas été accusé et ça c'était jusqu'à ce qu'un autre corps soit retrouvé. En effet, en septembre 2001, il y a un autre corps qui va être découvert et c'était celui de Morris Black qui était un vieil homme. À savoir que le corps il avait été démembré et séparé dans plusieurs sacs qui avait ensuite été jeté dans le lac de Galveston Bay. Petit détail, la tête n'a jamais été retrouvée. Et donc Morris Black, c'était qui? Et ben c'était le voisin de Robert, ou plutôt de Dorothy Senior. Il y a des suppositions comme quoi Morris, en fait, il l'aurait jamais cru au déguisement de Robert et qu'il l'aurait reconnu. Et donc là, pour une fois, quand ce corps a été retrouvé, Robert Durst, il a enfin été soupçonné. Le 9 octobre 2001, il sera arrêté. Mais il sera libéré le même jour parce qu'il avait une caution de 250 000 $ qu'il a réussi à payer. Comme je vous ai dit, 250 000 $, c'est pas beaucoup pour lui. Il fuira à nouveau, mais le 30 novembre 2001, il sera retrouvé en Pennsylvanie alors qu'il était en train de voler de la nourriture dans une petite supérette. À savoir que quand ils l'ont arrêté, ils vont retrouver le permis de conduire de Morris, du cash, 2 flingues, de la marijuana et l'adresse de la maison de Gilbert Najami, donc l'ami de Kathleen. Ce qui comptait la tuer, on ne saura jamais. Donc passons maintenant enfin au procès, j'ai envie de dire. Donc lui il va plaider non coupable pour le meurtre de Morris Black en justifiant la légitime défense. Vraiment ça c'était la même chose que Jodi Arias dans ma vidéo de la semaine dernière. C'est un peu la porte de sortie facile pour les tueurs. Et vu que la tête de Morris n'a jamais été retrouvée, ils pourront pas prouver que ça ne s'agissait en effet pas d'un cas de légitime défense. Du coup il va être rendu non coupable du meurtre le 11 novembre 2003. Il va quand même devoir passer 3 ans en prison pour avoir fui lors de sa première arrestation et pour avoir modifié les preuves en démembrant le corps de Morris. Ça me choque énormément, genre 3 ans parce que t'as modifié les preuves. Enfin, je comprends pas des fois la justice. Et malgré ça, il y avait plein de gens qui continuaient à être sceptiques. Tu m'étonnes. Et il doutait de son innocence parce que la précision et l'exactitude dont il avait fait part pour démembrer le corps de Morris, ça montrait vraiment une certaine expertise. Et donc c'est pour ça que les gens ils se sont dit qu'ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Et en plus de ça, peut-être que la police ils avaient oublié, mais dans la tête de beaucoup de gens, la disparition de Kathleen et le meurtre de Susan Berman, ils étaient encore dans leur tête et ils se sont dit que ça se trouve tout pouvait être lié. Alors d'habitude je parle des adaptations à la fin de la vidéo, mais là en fait les adaptations vont avoir un rôle crucial dans cette histoire, donc c'est pour ça que j'en parle maintenant. Donc il y a eu en effet le film All Good Things en 2010 avec Ryan Gosling, et c'est du coup le film que moi j'ai regardé, c'est ce film là qui m'a fait connaître l'histoire de Robert Durst. Robert, après avoir vu ce film là, il a voulu contacter le directeur, donc c'est Andrew Jarecki. Il s'est dit ton film il est bien, mais viens on fait un documentaire pour raconter mon histoire. Et le directeur il va accepter, et ils vont commencer à filmer la série documentaire du coup The Jinx, The Life and Death of Robert Durst. Donc cette série documentaire est sortira en 2015, mais c'est le tournage de cette série qui va apporter des nouvelles informations qui vont être cruciales pour l'enquête. En effet, pour la réalisation du documentaire, le directeur il a voulu contacter un maximum de personnes pour avoir
beaucoup de versions des faits. Donc il va contacter des personnes qui connaissaient Robert et qui connaissaient du coup sa femme disparue et son ami décédé. Donc le beau-fils de Susan, il va donner une lettre que Robert avait écrite à Susan et ils vont remarquer que l'écriture, elle ressemblait fortement à celle qui a été retrouvée sur le petit bout de papier près de son corps. Robert, lui de son côté, il niera ses accusations. Par contre, il va avouer lors de cette série documentaire qu'il avait en effet menti à la police au moment de la disparition de Kathleen parce qu'il voulait qu'on le laisse tranquille. Suspicious much? C'est vrai que là on commence à constater que Robert, il commence à prendre la confiance là, même peut-être un peu trop. Et en effet, il va commettre une grave erreur. Lorsqu'il était parti aux toilettes, il avait encore les micros sur lui du tournage et à travers les micros, on va l'entendre se dire à lui-même What the hell did I do? Kill them all? Of course. There it is. You're caught. Donc la traduction c'est qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai tués, évidemment. Ça y est, voilà, t'es capturé. Et donc il sera arrêté le 14 mars 2015, juste avant la sortie du dernier épisode de la série justement. Et ça y est, la police avait enfin suffisamment de preuves pour l'accuser. Et encore une fois, au moment de son arrestation, ils vont retrouver de la marijuana et toujours plus de cash sur lui. La police pense qu'il avait pour objectif de fuir à nouveau à Cuba avant que le dernier épisode sorte parce que lui savait très bien ce qu'il avait dit et ce qui allait être montré. En février 2017, donc 2 ans plus tard, Nick Chavin, donc c'est un ami très proche de Robert, il va déclarer qu'il lui avait confessé avoir tué Susan parce qu'il lui aurait dit « It was her or me, I had no choice ». Donc c'était elle ou moi, j'avais pas de solution. Et moi je me dis ok Nick, c'est très bien mais tu te réveilles que maintenant, on est en 2017, tout ça s'est passé en 2001 pour Susan. Mais de toute façon, si Robert il a réussi à jurer pendant toutes ces années, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont couvert. Et pourquoi? Parce qu'il vient d'une famille influente. De toute façon, on en revient toujours à là. Et donc le pré-procès, il devait commencer en octobre 2017, mais ce sera repoussé à avril 2018 pour arranger les avocats de Robert, parce qu'il y avait eu l'ouragan Harvey qui avait un peu dévasté tout le monde, donc ça avait été décalé pour ces raisons-là. Donc en novembre 2018, Robert, il plaidera à nouveau non coupable, hein, autant mentir jusqu'au bout. Et c'est que 3 ans plus tard que son procès il aura lieu, donc en 2021, après avoir été décalé à multiples reprises. Donc il avait maintenant 78 ans, il était en très mauvaise santé. Ses avocats avaient même essayé de décaler indéfiniment le procès pour qu'il puisse se soigner. Non mais le culot. Mais sa demande a été refusée et du coup Robert, il était en fauteuil roulant et avec un ventilateur, je sais pas comment ça s'appelle, pour son procès. Son frère, Douglas, il va être forcé à venir témoigner, mais il va dire qu'il avait peur de venir témoigner parce qu'il avait peur de son frère. Il avait peur qu'il essaye de le tuer parce qu'il sait qu'il a l'argent pour le faire. Et c'est le 17 septembre 2021 qu'il sera enfin rendu coupable pour le meurtre de Susan Berman. Et un mois plus tard, le 14 octobre 2021, il sera condamné à de la prison à perpétuité. Dans la foulée, vous l'accusez du meurtre de Kathleen le 22 octobre 2021, sachant qu'elle avait été déclarée morte en 2017 après une demande de la famille parce que au bout d'un moment, quand ça fait des années que la personne est disparue, ils peuvent demander d'être déclarée morte officiellement. Et la famille de Kathleen, ils vont donc en effet porter plainte, c'est eux qui vont commencer la démarche, et ils vont demander 100 millions de dollars l'accusant d'avoir tué leur fille et de les avoir empêchés de pouvoir faire un vrai enterrement. Et pendant ce procès, la famille de Susan, ils vont implorer Robert de dire à la famille de Kathleen où est le corps pour qu'il puisse enfin passer à autre chose. Et que faire ça, ça lui donnerait une toute petite rédemption. Mais il le fera pas. Et malheureusement, il mourra en prison à l'âge de 78 ans en janvier 2022. Et je dis malheureusement pas parce qu'il est mort, mais parce que du coup, il a même pas pu être condamné pour le meurtre de Kathleen. Et donc la police et la famille de Kathleen ne pourront jamais vraiment savoir réellement ce qui s'est passé ce soir-là, ou même son corps, parce que du coup, il a jamais été retrouvé. Mais avec toutes les informations qu'on a, on peut plus ou moins supposer et reconstruire ce qui s'est passé cette soirée-là. Donc après une énième dispute entre Robert et Kathleen, donc il l'aurait tué, il aurait ensuite contacté Susan qui va l'aider en lui fournissant un alibi. Elle va du coup prendre l'apparence de Kathleen à Manhattan afin qu'elle soit justement vue. Comme je vous ai dit, elle a été aperçue et du coup en fait on suppose que ce n'était en effet pas Kathleen et que c'est Susan qui a pris son apparence pour protéger son amie. Sauf que malheureusement, quand la police a voulu la questionner, elle a pris peur et elle a essayé de contacter Robert, mais Robert, il ne lui répondra jamais. Et donc la police suppose que Susan aurait essayé de le menacer et que du coup il l'aurait tué pour qu'elle se taise. Et en ce qui concerne Morris, est-ce que c'était en effet de la légitime défense ou est-ce que c'est parce que, comme je vous ai dit, Morris il a jamais cru à son déguisement et qu'il savait que c'était Robert et qu'il avait des suppositions sur lui, il s'est dit peut-être qu'il a découvert qu'il avait tué Kathleen ou qu'il avait tué Susan, who knows, mais peut-être qu'il en savait trop et que c'est pour ça qu'il l'a tué aussi.
J'ai hâte de vous voir dans les commentaires, ne serait-ce que pour que vous me donniez votre avis sur cette histoire. Est-ce que vous avez vu la série documentaire? Est-ce que vous avez vu le film? Est-ce que vous avez d'autres informations? Parce que c'est vrai que quand je fais ces scripts là, j'essaye de mettre un maximum mais sans être trop bourratif au niveau des informations. Donc si vous avez des informations supplémentaires, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Moi c'est une histoire qui m'a beaucoup choquée en fait de voir que l'argent peut protéger beaucoup de gens. Ça me surprend pas, hein, parce qu'il y a tellement de cas qui existent sur ce sujet, mais qu'il ait passé des années de sa vie libre, qu'il ait vécu normalement sa vie, alors que forte chance qu'il ait tué sa femme, et pendant des années il a vécu tranquille, alors que pour moi tout était dirigé vers lui. Et je trouve qu'il y a beaucoup de situations de nos jours où dès qu'il y a un meurtre, on va tout de suite vers le partenaire, et lui c'était tellement pas ça. Je sais pas si c'est parce que la police était corrompue, parce que c'était une famille riche, je ne sais pas. Franchement, ça m'a dégoûtée quand j'ai fait ces recherches-là. Ça m'a dégoûtée quand j'ai vu le film. Je me rappelle la première fois que j'ai vu le film, je me suis dit « Oh, c'est un film avec Ryan Gosling, ça doit être un film d'amour !» Ah bah la première fois que je l'ai vu, j'ai été choquée, je me suis dit mais en fait pas du tout. Enfin bref, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, s'il vous plaît, mettez un petit like, suivez-moi et activez la petite cloche. Parce que la semaine prochaine, on se retrouve pour la dernière vidéo True Crime de ce mois d'octobre. Bye!